Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, va-t-il infléchir sa politique? Va-t-il remanier en profondeur le gouvernement? Va-t-il changer de Premier ministre? Dans une interview à la presse régionale, Emmanuel Macron n'exclut aucune hypothèse. Où en est précisément l'épidémie de coronavirus en France? Depuis le déconfinement, plus de 200 foyers ont été identifiés. La plupart des personnes contaminées n'ont aucun symptôme. Le nombre de malades en réanimation continue de baisser. La première vraie percée de la voiture électrique. Grâce aux bonus très généreux offerts par le gouvernement, les ventes ont enfin décollé au mois de juin. Est-ce une bonne affaire pour les acheteurs? Combien coûte le plein et l'entretien de la voiture? Notre enquête dans quelques minutes. Dans ce journal également, un reportage exceptionnel avec les grutiers et les ouvriers qui démontent les échafaudages de Notre-Dame. Un chantier très périlleux à 80 mètres du sol. Notre équipe était aux premières loges. Enfin, nous irons plonger au large de la Corse avec les raies Mobula. On les appelle les diables, mais elles sont inoffensives. Des scientifiques essaient de percer le secret de leur pérégrination sous-marine sur des milliers de kilomètres. C'est une interview qui paraîtra demain matin dans plusieurs titres de la presse régionale, mais on en connaît déjà les grandes lignes. À 22 mois de la prochaine élection présidentielle, chacun se demande si Emmanuel Macron va changer de cap sur l'environnement, la fiscalité et s'il va continuer sa route avec Édouard Philippe. Marie Chantret nous donne quelques pistes. Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron avait promis de s'adresser à nouveau aux Français. 2 semaines plus tard, son choix s'est arrêté sur la presse quotidienne régionale. Un choix loin d'être anodin pour faire passer ses messages. Durant plus d'1h30 ce matin à l'Élysée, le président s'est entretenu avec une dizaine de journalistes pour préciser ce nouveau chemin qu'il avait promis, car après la crise sanitaire, la crise économique pointe. D'où ces concessions annoncées sur les impôts qui n'augmenteront pas, promet-il, et l'emploi des jeunes qui sera soutenu par des aides. Le coronavirus encore dans toutes les têtes, une campagne de prévention va être lancée cet été, car un reconfinement général, selon le président, est toujours possible. Il ne faut rien exclure, l'objectif est de tout faire pour l'éviter. Nouveau cap, nouvelle équipe. Alors qu'un remaniement se précise comme annoncé après les municipales, sur son Premier ministre, le président a ces mots. Depuis 3 ans à mes côtés, il mène un travail remarquable. Nous avons une relation de confiance historique. Édouard Philippe sera-t-il sur la prochaine photo de famille du gouvernement? Avec quel ministre autour de lui? Bonjour monsieur le Premier ministre. Arrivée plutôt souriante cet après-midi au palais présidentiel. Les présidents des 3 assemblées remettaient leurs propositions pour la fin du quinquennat. Quelle sera la suite? Un conseil des ministres devrait se tenir demain, le dernier peut-être avant un remaniement d'ampleur et sans doute une intervention d'Emmanuel Macron dans les tout prochains jours. Dans l'actualité de ce jeudi, il y a aussi ce nouveau foyer de contamination au coronavirus dans un abattoir à Laval. Sur 60 employés, 28, presque la moitié, ont été testés positifs, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'ils soient hospitalisés. L'entreprise a été fermée pendant plusieurs jours. Reportage sur place, Guillaume Torel et Antoine Santos. L'abattoir à l'arrêt et son parking déserté. Lundi, 2 employés indiquent avoir été testés positifs au Covid-19 dans un centre de dépistage de la région. L'entreprise ferme partiellement et organise des tests. Sur 60 employés, 28 sont positifs. À quelques mètres seulement, ses habitants ne sont pas rassurés. C'est toujours angoissant, mais bon, de là, on ne va pas arrêter de vivre. Hein. C'est vrai que pour travailler dans ces abattoirs-là, les gens sont à touche-touche sur les chaînes d'abattage. Donc c'est pas surprenant. Impossible pour l'heure de déterminer les causes de ces contaminations. Sur l'ensemble des cas positifs, aucun ne nécessiterait pour le moment une prise en charge hospitalière. Depuis hier, l'abattoir a totalement cessé sa production et un protocole sanitaire est mis en place. Dans le centre-ville, ce n'est pourtant pas l'appréhension qui domine. Pas de peur, mais la vigilance, encore à avoir. Non, honnêtement, moi, ça m'inquiète pas. Je pense que si tout le monde fait attention, il n'y a pas de problème. 151 autres employés ont été testés cette semaine, sans résultat pour le moment. L'abattoir, lui, ne rouvrira pas avant lundi. Cela fait plusieurs semaines que le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, ne communique plus chaque soir en direct à la télévision le bilan de l'épidémie, qui est actuellement de 30 000 morts en France. 3 mois et demi après l'annonce des mesures de confinement, vous vous demandez sans doute ce qu'est réellement la situation sanitaire dans notre pays. Julien Roux et Agnès Kirali font le point grâce aux toutes dernières données disponibles.
Le virus circule-t-il toujours? Oui, le virus est toujours là, comme nous le montre le nombre de nouveaux foyers épidémiques. 307 cas groupés depuis le 9 mai. On compte actuellement 126 foyers actifs sur l'ensemble du territoire. Les autorités sanitaires surveillent de près la Normandie, où le R0 s'élève à 1,72, ce qui veut dire qu'un malade peut contaminer quasiment 2 autres personnes. Où en sont les indicateurs? À l'exception de la Guyane et Mayotte, tous les indicateurs sont au vert. La situation est contrôlée selon le ministre de la Santé. 8148 personnes infectées par le coronavirus sont actuellement hospitalisées. Et le nombre de patients en réanimation poursuit sa baisse, entamée le 8 avril. Enfin, les interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid ne concernent que 3% de son activité. Il n'y a donc pas de signe de reprise de l'épidémie. Où en sont les tests de dépistage? Une vaste campagne va bientôt commencer dans 32 communes d'Île-de-France. 1,3 million de personnes vont recevoir des bons de l'assurance maladie pour faire un test gratuit. 250 000 dépistages sont réalisés chaque semaine sur tout le territoire. En France métropolitaine, les tests sont positifs dans 5% des cas. Mais à Mayotte, ils s'élèvent à 15%. Et jusqu'à 27% de tests positifs en Guyane, où la circulation du virus reste préoccupante. Afin de mieux anticiper une éventuelle deuxième vague de l'épidémie, le gouvernement va recommander aux entreprises de constituer elles-mêmes 10 semaines de stock de masques pour protéger leurs salariés. Quel type de masque, avec quel argent et auprès de quel fournisseur? Thomas Jarion et Jean-Yves Chamblet. 260 masques jetables achetés 1 € pièce, c'est ce dont cette PME a besoin chaque jour pour fonctionner. Tu vérifies que les gars ont leur masque et puis nickel. Ici, on entretient et on loue du matériel de construction. Dans les entrepôts, le masque est obligatoire. Jusqu'à présent, le recours au masque, c'est environ 7 000 € de coût pour nous. Aujourd'hui, l'entreprise a 3 semaines de stock, pas plus. Des masques jetables, fabriqués en Chine. Ils sont plus simples à utiliser, pas besoin de les laver, et disponibles plus rapidement, d'après la direction. On vient d'en racheter 2000 et on les a demain ou après-demain, si je dis pas de bêtises. Arnaud a fait le calcul. Avoir 10 semaines de masques en stock coûterait 13 000 €. Ça peut nous faire reporter à un peu plus tard certains investissements ou à développer certains produits ou certains services un petit peu plus tard. Néanmoins, il en va de la sécurité de nos collaborateurs et sans collaborateurs, de toute façon, l'activité sera en péril. Dans cette autre entreprise, qui édite des logiciels, le stock de masques diminue beaucoup moins vite. Et pour cause, quasiment personne n'en porte. Avec 70% du personnel toujours en télétravail, il y a assez d'espace entre les salariés. Exactement. Le port du masque n'est pas obligatoire dès le moment où on peut respecter la règle de distanciation sociale. Côté stock, l'entreprise a encore 6 000 masques jetables fabriqués en Chine. De quoi fonctionner 15 semaines. Pour les prochains, nous, on veut du masque produit en France et on veut plutôt du masque réutilisable. Même si c'est un petit peu plus cher, parce que pour nous, c'est un budget qui est acceptable et nos salariés sont très sensibles à cette notion d'achat local et responsable. De quoi aider les entreprises françaises à écouler leur production de masques en tissu. Il y a un mois, 40 millions de masques made in France n'avaient toujours pas trouvé preneur. Vous le savez, c'est aux États-Unis que cette épidémie a fait le plus de morts, plus de 130 000 à ce jour. Le virus circule encore très activement dans plusieurs États, notamment en Californie, où le gouverneur vient de fermer à nouveau les restaurants, notamment à Los Angeles et dans la Silicon Valley, pour une période de 3 semaines minimum. 53 000 personnes ont été contaminées hier dans le pays, ce qui constitue un record. C'est l'un des premiers pays à affronter une deuxième vague de l'épidémie. Dans un premier temps, entre janvier et avril, la Corée du Sud a très bien maîtrisé la situation grâce à des mesures strictes de traçage et de tests. Mais depuis quelques semaines, les cas de contamination se multiplient, ce qui a amené le gouvernement à renforcer le dispositif sanitaire. Regardez ce reportage tourné à Séoul par Constantin Simon. Ils n'ont pas résisté à l'appel du soleil. Et tant pis pour la seconde vague. Quand on joue dans les vagues, on est proches les uns des autres et c'est difficile de maintenir une distance sociale. 2 mètres minimum entre chaque parasol, 1 mètre entre chaque plagiste. Des recommandations que les vacanciers ont du mal à respecter. Pendant les vacances, pour évacuer le stress, les gens vont venir à la plage. Il va y avoir de plus en plus de monde et le virus va se répandre. Je suis vraiment inquiet. Car la Corée du Sud, pays modèle dans sa lutte contre l'épidémie, n'a finalement pas réussi à vaincre le virus. Les Coréens n'ont jamais cessé de porter des masques.
les autorités d'alerter la population. Mais la seconde vague, annoncée pour cet automne, est arrivée bien plus tôt que prévu. On nous avait dit qu'il y aurait une seconde vague, mais j'espérais que ça n'arriverait pas. On était sur le point de reprendre une vie normale, aller dans les marchés, rencontrer nos amis. Et pile, à ce moment-là, la situation redevient sérieuse. La réponse des autorités aujourd'hui n'a pas changé. Tester un maximum de gens et tracer les infections par tous les moyens possibles. Ça va faire un peu mal, désolé. La Corée du Sud a choisi de ne pas imposer de confinement obligatoire à sa population et de faire confiance aux gens. Une méthode qui avait fonctionné jusqu'aux vacances de printemps. Début mai, on n'avait que 2 ou 3 nouveaux cas par jour. On croyait que c'était quasiment fini. Mais lors des vacances en mai, les gens se sont mis à bouger. Ils ne sont pas partis à l'étranger, ils se sont déplacés dans le pays. Et il y a eu beaucoup de contacts. Trop de contacts aussi dans le monde de la nuit. Frappés par une vague d'infections en mai, les boîtes de nuit de Séoul ont dû fermer. Et dans 80 000 bars et karaokés, voici la dernière innovation. Pas d'entrée sans scanner un code barre sur son téléphone. En cas de contamination, il permettra de prévenir les clients. Les gens coopèrent, ils ne se plaignent pas. Parfois, certains me posent des questions sur le respect de leur vie privée. Peu critiqué, ce traçage numérique va être appliqué aux lieux de culte, cinéma, salles de sport, bibliothèques, même certaines écoles. Un pays entier bientôt fiché, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 2 000 €. Pour limiter les contacts, ce bar a trouvé une autre solution. Des robots pour faire les gâteaux ou les cocktails. Les clients se sentent plus en sécurité. Avec le coronavirus, je crois que les robots et les humains vont devoir travailler plus ensemble. Avec 10 fois moins de nouvelles infections journalières qu'en France, cette seconde vague reste limitée. Elle prouve surtout qu'en l'absence d'un vaccin, aucun pays n'est à l'abri du virus. Nous vous en parlons souvent dans nos journaux. Le secteur de l'aéronautique traverse l'une des pires périodes de son histoire. Air France va supprimer 7 500 postes. Airbus, plus de 5 000, dont près de 400 à Saint-Nazaire, près de 500 à Nantes et 3 500 à Toulouse. Les liaisons entre Paris et Bordeaux pourraient aussi disparaître, car le gouvernement veut privilégier le train lorsque les trajets durent moins de 2h30. Avec quelles conséquences économiques sur place, notamment autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Reportage Christophe Deveau, Nicolas Forestier et Hugo Dorsemène. La navette Orly-Bordeaux a disparu des écrans radars depuis le confinement. Et elle ne devrait pas reprendre du service. Avec ses 560 000 passagers en moins, c'est autant de taxes aéroportuaires qui s'envolent pour le gestionnaire de l'aéroport. Mais c'est aussi toute l'économie autour de l'aérogare qui va être touchée. Les chauffeurs de taxi, tout d'abord, qui perdent là un marché conséquent. La clientèle business, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est une activité qui se déroule toute l'année. Alors que le tourisme, c'est assez saisonnier. Les gérants d'hôtels ont également dû encaisser la nouvelle. À quelques centaines de mètres des pistes, cet établissement recevait régulièrement les équipages d'Air France. Pour nous, c'est un coup dur. La perte du personnel navigant, ça, on peut l'estimer. Effectivement, ça représente une 60aine de chambres par jour. À cela, il faut aussi ajouter les hommes d'affaires parisiens, 60 à 70% de la clientèle qui ne viendront plus dans l'hôtel. Et puis, juste derrière les pistes, on retrouve des fleurons de l'industrie aéronautique. Nous avons donné rendez-vous à un de ses dirigeants en provenance de Paris. Mais pour le retrouver, il faut se rendre à la gare de Bordeaux. Ouais, Philippe Rocher, ouais, enchanté. Cet industriel dont le métier est d'entretenir des avions voyage désormais en TGV, mais sans grande conviction. Donc au bureau vers 13h, alors qu'avec la navette, je pouvais y être à partir de 10h15. Dans le monde de l'aviation, tous réclament au moins une liaison quotidienne entre Orly et Bordeaux. Il nous suffirait en tant qu'industriel de l'aéronautique autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, grosso modo, d'une navette le matin, un aller-retour le matin et un aller-retour le soir. C'est suffisant. Et parmi les autres industriels de la zone, l'arrêt de la navette a déjà gelé quelques projets. Éric Trappier, le président de Dassault, qui devait confirmer la venue du bureau d'études qui était à Saint-Cloud actuellement à Bordeaux, nous a dit écoutez, je vais réfléchir parce que peut-être qu'il vaut mieux rester à Paris. La navette Orly-Bordeaux était la deuxième ligne la plus fréquentée. Il va falloir trouver d'autres compagnies pour occuper ces créneaux, et cela dans un contexte morose pour l'aviation.
Nous vous parlions hier de ce scandale au sein de la police de Seine-Saint-Denis. 4 policiers ont été mis en examen. Aujourd'hui, au cœur de cette affaire de faux procès-verbaux, des soupçons de vol et de transport de stupéfiants, Thibaut Malandrin, William Molinier et Hélène Massiot ont recueilli le témoignage d'un des policiers de cette compagnie qui comptait 150 membres et qui va être dissoute. La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis va être dissoute. Le préfet de police de Paris l'a annoncé tout à l'heure, quelques heures après la mise en examen de 4 policiers de cette unité au cœur du scandale. Il leur est reproché des violences, des falsifications de procès-verbaux, des vols et la détention de stupéfiants. Damien est depuis plusieurs années à la CSI. Des policiers qui se font passer hors de tout cadre légal pour des clients sur des points de deal, ce qu'on appelle des coups d'achat. Il en a côtoyé. Faut pas s'étonner d'en arriver là, quoi. Quand vous avez une hiérarchie qui couvre depuis des années des coups d'achat répétés partout sur un département, qui dit coup d'achat, dit tout ce qui va avec. Des défauts, des violences. Selon lui, ses supérieurs ont encouragé ces pratiques. Toute la hiérarchie, tout prend. Ça part du chef de section, au major de compagnie, à l'officier et au chef de service. Ça les faisait même rigoler. Donc, ils étaient au courant, ils cautionnaient ce truc, parce que d'ailleurs, ça ramenait des belles affaires, faut pas rêver. Pour ce policier, pour faire du chiffre dans ce département, il faut parfois franchir la ligne jaune. Si vous voulez faire du travail, du bon travail de policier quelque part, et de mettre fin à des points de deal qui existent depuis des années et qui continuent à durer, vous n'avez pas le choix en fait. Les 4 mis en examen n'ont plus le droit d'exercer le métier de policier, de porter une arme, ni d'entrer en contact avec leurs collègues. Voilà donc pour ce témoignage exclusif que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site lci.fr et sur l'application LCI. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi ce chiffre, 12 milliards d'euros. C'est ce que la lutte contre la fraude fiscale a rapporté aux caisses de l'État l'an dernier. Une hausse de 50% par rapport à 2018 qui s'explique en partie par un nouvel arsenal utilisé par l'administration, le traitement de milliards de données sur Internet et la surveillance des réseaux sociaux. Regardez cette enquête de Ludovic Romanins et Pascal Marcelin. Derrière cette porte, 26 fonctionnaires très concentrés. Ils épluchent, analysent des milliers de déclarations fiscales. Des entreprises, mais aussi des particuliers. Leur mission, s'assurer que ces informations correspondent au train de vie du déclarant. Pour cela, ils disposent de beaucoup de moyens. Les fichiers bancaires, le patrimoine immobilier, mais aussi les réseaux sociaux. Poster vos séjours dans des hôtels de luxe, ou comme ici, des voitures haut de gamme, peut trahir votre niveau de vie réel. La moindre incohérence éveille les soupçons. Ça va permettre de construire des portraits robots, des profils types de personnes, au vu de ce qu'on sait sur les contrôles fiscaux, de personnes qui potentiellement ont plus de chances d'être des fraudeurs que d'autres personnes. Ces analyses informatiques permettent aujourd'hui de mieux cibler les enquêtes de terrain. Quand vous allez presque à coup sûr vérifier une personne, ça évite de faire au hasard et de faire un peu au petit bonheur la chance pour essayer de trouver quelque chose. Donc effectivement, ça permet d'être plus efficace. Opérationnelle depuis 2 ans, cette cellule a permis de récupérer 785 millions d'euros l'année dernière. Au total, les recettes issues des contrôles fiscaux ont atteint un record, 11,3 milliards d'euros. Pour ce spécialiste, plus rien ne semble échapper à l'administration fiscale. Nous sommes passés d'un traitement ciblé d'un contribuable à lequel on pouvait avoir des doutes sur le fait qu'il fraude ou non, à une surveillance généralisée de la population. En août, Bercy va encore étendre ses pouvoirs d'enquête. Le fisc aura accès à de nouveaux fichiers, ceux des sites marchands en ligne. Trop achetés pourraient ainsi devenir suspects. Cela fait des années que certains attendent l'avènement de la voiture électrique. Et bien pour la première fois, au mois de juin, les ventes ont décollé de manière assez spectaculaire. Elles ont été multipliées par 3 par rapport à juin 2019, grâce en grande partie à la prime à la conversion très généreuse. Mais la question reste entière. Faites-vous une bonne affaire en achetant une voiture électrique? Marie Demarque, Valérie Daran et Lionel Audibert. A priori, ces 2 voitures sont strictement identiques. Pourtant, la rouge consomme de l'essence, la bleue est 100% électrique. Autre différence, le prix d'achat. Le véhicule thermique à droite est à 25 000 euros, prix catalogue. Et à gauche, on est à un prix catalogue de 35 000 euros. En déduisant le bonus écologique et une éventuelle prime à la conversion, on est quasiment identique. L'entretien de la voiture électrique, quant à lui, coûte 30% moins cher.
Par rapport à un moteur thermique, on n'a pas le changement de filtre à huile, la vidange et les éventuelles révisions. Mais la principale source d'économie, c'est le carburant. Recharger une voiture électrique ne coûte que quelques euros. Cet argument ne suffit pourtant pas à convaincre tous les automobilistes. Je suis pro-électrique, mais en même temps, j'aimerais être sûre qu'il y a des bornes partout. Voilà. J'ai un véhicule hybride et je pensais que c'était un bon intermédiaire avant d'arriver à l'électrique. Une voiture électrique, il faudrait quand même que je puisse faire 500 km avec sans avoir besoin de recharger. Multiplier les points de branchement et recharger plus rapidement, un enjeu crucial pour garantir le développement du tout électrique. Car pour rentabiliser son achat, surtout si vous n'aviez pas de prime, il faut rouler beaucoup. Si on fait un tout petit roulage en ville, on n'amortira pas le coût. En revanche, contrairement aux idées reçues, une personne qui vit à la campagne, qui d'abord va avoir un accès à la prise plus simple, parce qu'on a plus d'habitat individuel, donc on aura plus souvent la prise à la maison. Et à partir du moment où on fait les fameux 40-50 km tous les jours, on aura un intérêt économique à rouler en électrique. Dans les années à venir, le prix des véhicules électriques neufs devrait même baisser avec la multiplication des modèles disponibles sur le marché. La compétition entre constructeurs automobiles est désormais bien enclenchée. J-2 avant les vacances d'été, pour certains en tout cas, cette année ne ressemblera à aucune autre. La SNCF, par exemple, s'attend à transporter 20% de clients en moins. L'entreprise va devoir relever un défi, faire voyager des millions de personnes tout en faisant respecter les règles sanitaires. Comment se prépare-t-elle? À quoi faut-il vous attendre? Réponse Valentin Després et Antoine Janon. Ne vous fiez pas aux apparences, les Français ne se pressent pas pour prendre le train cet été. Seule la moitié des billets de TGV a trouvé preneur pour juillet et à peine un tiers pour le mois d'août. Avec tout ce qui se passait, j'étais pas trop sûr de partir, quoi. On n'a pas anticipé un départ en vacances pensant qu'on serait très certainement confiné chez nous, ou en tout cas tout du moins avec des frontières limitées. Des réservations timides, alors la SNCF veut accélérer la cadence, avec des billets à prix cassé, disponibles jusqu'à demain soir minuit. Donc là, je peux vous proposer un départ pour Bordeaux le 23 juillet, un départ à 20h43 de Paris-Montparnasse. Et effectivement, vous avez des petits prix à 30 €. D'accord. 30 € pour certains TGV, 25 € pour les low-cost Ouigo. Cela peut-il vous inciter à choisir le train pour vos vacances ? Oui, ça peut tout à fait nous encourager à faire peut-être une petite escapade. Les billets ont tellement augmenté que ça fait toujours plaisir que la SNCF fasse un effort. Mais après la crise sanitaire, la compagnie doit aussi rassurer les voyageurs. Inspection des wagons avant le départ. Du coup, je m'assure que la propreté du train est conforme, les rames ont été désinfectées dans la nuit. Et contrôle des masques. Ils sont obligatoires pendant tout le trajet, sous peine d'une amende de 135 €. Une contrainte qui divise dans ce TGV. C'est un côté rassurant parce qu'on voit que les gens portent le masque dans les transports. Toutes les mesures de sécurité, il faut les assimiler puisque c'est compliqué. On a souvent tendance à l'enlever, à le toucher, à le retirer. Je trouve que déjà quand on est dans un endroit confiné, comme un train, on a besoin de respirer. Et c'est vrai que porter un masque par-dessus, c'est compliqué. La compagnie ferroviaire attend 800 000 voyageurs pour ce premier week-end de départ en vacances. Toujours à propos de tourisme, chaque année, ils sont 2,5 millions à visiter la France. Cet été, les visiteurs chinois ne seront pas très nombreux. Ils sont tenus à distance par l'Europe, par principe de réciprocité, puisque vous le savez, la Chine interdit aux Européens d'entrer sur son territoire. Le secteur touristique peut-il survivre sans eux? Reportage en région parisienne, Justine Corbillon et Corinne Chevreton. Le château de Fontainebleau est l'un des sites les plus dépendants du tourisme chinois. C'est sa principale clientèle étrangère. 40 000 visiteurs chaque année. Nous sommes dans la salle du trône. Les Chinois sont absolument fascinés par ce lieu qui incarne Napoléon. Venir à Fontainebleau, ça fait partie de l'expérience française pour les Chinois. Sauf que dans les allées du château en ce moment... Je viens de l'Essonne, 91. Du Val d'Oise. De Nantes. Aucun touriste étranger. Le fait que les touristes chinois ne soient pas là va creuser un trou dans le budget du château, ça va de soi. Il y a une différence de pouvoir d'achat, en tout cas d'investissement entre les Français et les étrangers. D'abord, les Français bénéficient pour une grande part de la gratuité. Donc finalement, c'est les étrangers qui apportent le plus dans la caisse du château. Pour attirer les Italiens, les Belges, les Anglais, le château mise tout sur ses jardins. Ils seront exceptionnellement ouverts cet été jusqu'à 22 h.
Ça peut séduire certains touristes, c'est l'occasion de se détendre. C'est vraiment ce dont on a besoin parce qu'on en a été frustrés pendant un temps très grand. Réunion d'urgence au siège de ce grand groupe hôtelier français. Sur les 850 hôtels du groupe, certains établissements parisiens sont en difficulté. Ils avaient près de 50% de clientèle chinoise. Il a fallu mettre en place un plan qu'on a appelé l'été 20 sur 20. Premier objectif, lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour attirer des clients français. On met en avant les destinations en France en utilisant l'hashtag « Cet été, je visite la France ». Et leur offrir la possibilité d'annuler jusqu'au dernier moment en proposant aussi beaucoup de promotions. L'attente des Français en ce moment, c'est d'avoir des vacances à budget maîtrisé. C'est tout le secteur du tourisme qui doit s'adapter. Sur les 50 agences de voyage que gère Monsieur Xi, 15 sont aujourd'hui menacées de disparition. Jusqu'à maintenant, donc, on n'a aucune recette. Car ces agences fonctionnent avec 100% de clientèle chinoise. Puisque les Chinois de Chine ne peuvent pas venir, Monsieur Xi va les chercher ailleurs. Il appelle tous ses contacts en Allemagne ou en Angleterre. L'important dans notre métier, donc on a des contacts un peu partout. On essaye de trouver une solution pour faire bouger les Chinois, de communautés chinoises basées en Europe. Monsieur Xi ne s'attend pas à voir revenir les voyageurs provenant de Chine avant au moins le mois d'octobre. Cette question à présent, pourquoi la piscine municipale près de chez vous est-elle encore fermée alors que les salles de sport et les stades ont ouvert? Les municipalités invoquent les mesures sanitaires jugées trop strictes ou plus simplement des raisons financières. David Desarrojo, Oslem Unal et Simon Humblot ont tenté de plonger dans le grand bain. Vous en conviendrez, il est agaçant de se déplacer pour rien. C'est fermé. Cet habitant de Boulogne-Billancourt, près de Paris, a souscrit un abonnement à la piscine, mais il n'en profite plus du tout depuis 3 mois. J'étais quand même très étonné que non seulement qu'il y ait porte close, mais aucune information. J'ai un abonnement et pour la piscine et pour la salle de sport, donc voilà. On ne comprend pas pourquoi certaines piscines sont ouvertes et puis d'autres fermées. Certains établissements se laissent du temps pour répondre aux exigences sanitaires. D'autres ont choisi de rester fermés. L'entretien coûte cher aux collectivités et donc aux administrés. À Saint-Cloud, par exemple, les bassins peuvent accueillir près de 500 baigneurs, mais ils resteront vides tout l'été. Là, actuellement, si on mettait en place le protocole, on aurait 30 personnes qui seraient obligées de pré-réserver, qui seraient obligées d'avoir des créneaux d'1h30. Après, il faudrait garder 1 heure de désinfection totale de tout l'équipement. C'était trop compliqué à mettre en œuvre. Trop de contraintes par rapport à si peu de personnes. Il faudrait aussi contrôler la qualité de l'eau et attendre le feu vert des autorités de santé. Impossible de connaître le nombre précis de piscines ouvertes ou fermées, mais selon le ministère des Sports, 75% des gestionnaires prévoyaient d'ouvrir avant la fin juin. Les 25% restants dans le courant du mois de juillet. À Évry, on peut déjà se détendre en brasse coulée. Je suis très contente. C'est bien organisé, voilà. Mais seulement après un parcours du combattant. Masque obligatoire dans les files d'attente, mètre de distance à respecter, casier condamné. Il faut même réserver son créneau à l'aide d'un logiciel. Nadine, combien de personnes ce soir? Ce soir, 12 personnes. On ne peut pas accueillir plein de monde en même temps. Il faut absolument qu'on contrôle le flux. Donc là, en l'occurrence, c'est 6 personnes par quart d'heure. Et ils restent dans l'établissement pendant 1 heure. Et même une fois dans l'eau... On est passé de lignes de 2,50 m à 4 mètres de large, avec une ligne intermédiaire au milieu, qui permet de tourner pour éviter que les gens se croisent. Encore faut-il que tout le monde respecte les règles. À la veille des vacances, de la plage, des baignades, les règles de prudence sanitaire posent des problèmes très pratiques. Celui-ci, par exemple, l'usage du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains qui sont ensuite exposées au soleil. Cela arrive fréquemment sur les lieux de vacances. Les mains sont-elles fragilisées? Y a-t-il des risques de brûlure? Christine Chapelle et Karine Bétain. Ce sont les dermatologues espagnols qui ont les premiers lancé l'alerte. Le gel hydroalcoolique, utilisé au soleil, provoquerait des brûlures de la peau. Leurs homologues français sont eux moins alarmistes. Les gels classiques ne provoqueraient aucune brûlure. Les seuls qui peuvent entraîner des réactions sont les gels parfumés ou fabriqués maison avec ajout d'huiles essentielles. Si vous utilisez un gel très parfumé, le parfum peut laisser une pigmentation sur la peau. Tous les autres composants utilisés pour les gels hydroalcooliques ne sont ni photosensibilisants, ni phototoxiques et ne présentent donc aucun risque lors de l'exposition au soleil.
Si gel et soleil peuvent donc faire bon ménage, il existe toutefois un mariage à éviter, le gel et l'eau. Car certains d'entre eux contiennent un composé chimique, le peroxyde d'hydrogène. Ce dernier, mélangé à de l'eau, crée de l'eau oxygénée. Il peut y avoir des sensations de brûlure légère, mais il faut quand même être vigilant parce que sur une peau un peu lésée de base aussi ou abîmée, ça pourrait provoquer un peu plus de dégâts. De plus, dilué dans l'eau, le gel perd toutes ses vertus bactéricides. Mieux vaut donc éviter de s'en badigeonner avant ou après la baignade. Sur la plage, préférez la crème solaire. Comme chaque soir, c'est l'heure de répondre aux très nombreuses questions que vous nous posez. Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Cette question, pour commencer, les consommations au bar ou au comptoir sont-elles autorisées? Pas comme on l'imagine, en tout cas debout, agglutiné avec ses amis ou ses voisins, bref, tout ce qui fait le charme du comptoir, eh bien tout ça, ce n'est pas possible avec le Covid-19. Pour prendre un petit café en vitesse le matin, par exemple, vous allez devoir vous asseoir impérativement et garder 1 mètre de distance avec vos voisins, mais aussi avec le serveur. Sinon, tenez-vous bien, le zinc doit être équipé d'un plexiglas. Ah oui, ça c'est assez nouveau. Autre question, Garance, quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on achète des produits en vrac pour éviter les contaminations? Les mêmes que lorsque vous faites des achats classiques, il n'y a pas besoin de précautions supplémentaires. Il faut porter un masque et vous désinfecter les mains impérativement avant et après manipulation. Alors, c'est vrai qu'avec le vrac, on touche plus de choses. Les pelles pour se servir, les couvercles. Sachez que tout ça est méticuleusement désinfecté régulièrement. En revanche, si vous venez avec vos sachets ou bocaux, là, vous serez responsable de leur propreté. Enfin, cette question, peut-on faire du télétravail pendant une période d'essai? Ça concerne beaucoup de jeunes notamment. Oui, en fait, le télétravail, c'est du temps de travail effectif. Vous pouvez tout à fait passer l'intégralité de votre période d'essai à distance. Ça comptera comme si vous étiez physiquement dans l'entreprise. Pour autant, ce sera peut-être plus difficile pour vous de faire vos preuves, de vous intégrer dans l'équipe. Et à la fin, la règle sera la même. L'employeur est libre de vous garder ou non. Il peut renoncer à vous embaucher. Bon, nous, Gilles, on a encore du pain sur la planche. Alors, vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche. Le 20h vous répond, @tf1.fr. Merci beaucoup, Garance, pour ces éclaircissements. Comme chaque soir, je vous propose à présent, et l'invitation vaut pour vous également, de prendre de l'altitude sans quitter Paris. C'est magique. Régulièrement dans ce journal, nous prenons des nouvelles du chantier de Notre-Dame. Exceptionnellement, Michel Izard et Bertrand Lachat ont pu se hisser au sommet de la grue qui est utilisée pour démonter les échafaudages qui ont été tordus par la chaleur de l'incendie. Ces milliers de tonnes de métal vont devoir être évacuées pour permettre la restauration de la cathédrale. Regardez leur reportage vertigineux au sens propre du terme. À 7 h du matin, le chantier s'éveille sur l'île de la Cité et la journée pour Christophe Iratiunian commence par une ascension. Un voyage le long du corps meurtri de Notre-Dame, qui est aussi un envol au-dessus de Paris. Là, on a 50 mètres d'auteur, il nous reste encore 30 mètres à monter. À l'échelle, bien sûr. Pour atteindre le sommet de la grue à 80 mètres, l'escalade a de quoi donner le vertige. Même aux caméramens les plus expérimentés. Aïe! Là-haut, cette grue hors norme surplombe l'ensemble de la cathédrale. Pour moi, c'est plus qu'une passion. Je vis la grue, je dors la grue. Et dès qu'on m'a proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Moi, Christophe, je vais avoir cette responsabilité-là. J'ai accepté tout de suite. Et tous les matins, c'est un rêve qui se réalise, quoi. On va sur le chantier de Notre-Dame pour la reconstruire. Le grutier, avec des mouvements millimétrés, va devoir évacuer les 200 tonnes de métal de l'échafaudage. Le démontage a pu enfin commencer. Il se déroule selon un plan très rigoureux pour ne créer aucun déséquilibre qui pourrait entraîner des chutes et fragiliser l'édifice. Tantôt, il faut scier les barres. Tantôt, tout simplement les déboîter, comme dans un jeu de mécano. Là, il était temps. Et ça fait 1 an qu'on attend pour le démonter. Avant qu'on le renforce, il y a eu quand même des journées avec du vent. Voilà. On a passé des sales nuits aussi, des tempêtes. On a bien attaqué là-bas, maintenant il faut qu'on le rééquilibre un peu. Là. On a enlevé plus de masse là-haut, donc il faut qu'on enlève la masse qu'il y a ici là, pour le moment.
prend le temps de bien analyser les choses, de regarder là où on va couper, là où on doit enlever les éléments. Et ça se fait petit à petit. La partie la plus délicate est au centre, là où le feu a été le plus fort. On y voit encore des grappes de fer noircies et des morceaux de la charpente calcinée. Il faudra grignoter l'échafaudage de l'intérieur. C'est le travail des cordistes. En suspension dans le vide, sous la conduite des échafaudeurs, ils vont retirer un par un de petits morceaux et les déposer dans une poubelle que la grue enlèvera. Mais la priorité reste la sécurité. Et le vent se lève. À partir de 15h, il va y avoir des rafales à 40 km/h. Pour le découpage de l'échafaudage, ça va être trop juste. Et voici un exemple concret des difficultés de ce chantier. Un petit peu trop de vent cet après-midi sur Paris, malgré un très beau temps. Et le démontage de l'échafaudage est interrompu pour quelques heures. En bas, pas d'arrêt. Il faut conditionner les déchets pollués par le plomb. Ils seront enfouis. Le brumisateur nous permet d'éviter que la poussière de plomb se propage dans l'air. Voilà pourquoi on arrose en permanence. Attention, gargouille. Dès que la météo est favorable, l'activité en hauteur reprend, sous le regard du général Georgelin qui dirige le projet de restauration. Heureusement que c'est bien reparti. On n'a pas de temps à perdre. Pour rattraper 3 mois perdus lors du confinement, les équipes vont travailler sans interruption durant tout l'été. Le problème sera la chaleur qui complexifie la tâche. Plus de 30 degrés ce jour-là. Bravo! Voilà, un élément démonté. Et vous vous rendez compte, vous avez 40 000 éléments comme ça. En octobre 2020, nous pourrons enfin nous pencher sur les travaux qui vont être de reconstruction proprement dit, qui pourront démarrer au début 2021. Pour l'instant, la cathédrale est toujours considérée en état de péril. Et soudain... ça veut dire qu'il y a eu un mouvement sur l'échafaudage ou un des capteurs qui a détecté un mouvement, donc il faut qu'on s'en aille. Et voilà donc un autre exemple des difficultés du chantier. Là, ce n'est pas le vent, mais la chaleur qui fait se dilater cet échafaudage de métal et qui fait déclencher l'alarme. Tout le monde est obligé d'évacuer et le chantier reprendra plus tard. Les prochaines semaines s'annoncent intenses pour avancer en conjuguant 2 notions contraires, l'urgence et la patience. Magnifique reportage. Je vous emmène à présent faire une incroyable rencontre au large de la Corse. C'est là que vivent les raies Mobula. Elles peuvent mesurer plus de 3 mètres de long et sont totalement inoffensives malgré leur allure assez étrange. Il y a quelques jours, une équipe de scientifiques est allée observer de très près cette espèce en danger. Une rencontre à laquelle Didier Pireski, Alexandre Gaudin et Samuel Vincent ont eu la chance d'assister à 10 mètres de profondeur. À la voir danser, on se dit qu'elle ne mérite pas son surnom. Le diable de Méditerranée. Elle le doit à ses 2 petits appendices placés sur sa tête et qui rappellent les cornes du diable. C'est une espèce emblématique, qui est jusqu'à 3,50 m d'envergure, qui a des danses nuptiales magnifiques, qui permet des approches, presque des interactions avec les plongeurs. La raie Mobula mobular ne vit qu'en Méditerranée, un poisson dont la survie est menacée. Pour les voir, nous quittons Ajaccio et ses îles sanguinaires, rejoindre une équipe de plongeurs à 45 km des côtes. En chemin, notre bateau est escorté par des dauphins. Catamaran en vue, à bord, 10 équipiers. Des biologistes marins, mais il y a aussi un photographe, un guide naturaliste, presque tous des bénévoles. On y va. Ils n'attendaient plus que nous pour reprendre les recherches. Ouais, on part sur une session d'observation. Pour trouver les diables, pas de technologie de pointe. C'est aux jumelles que les scientifiques guettent la moindre éclaboussure, car les raies remontent à la surface. Après 2 heures d'attente... T'as quelque chose, Aurélien? Là, dans les jumelles, je vois des seaux, très probablement de raie Mobula. Fausse alerte, encore des dauphins. Aurélien peut passer 10 heures par jour à scruter la mer, sur des kilomètres.
Il faut imaginer que le Grand Large, c'est un grand désert bleu et la vie se trouve dans des petites oasis réparties un peu aléatoirement. Les animaux se regroupent autour des zones où il y a de la nourriture, tout simplement. C'est leur 5e jour en mer. Pendant que l'observation se poursuit sur le pont, Mathieu, le chef d'équipe, nous invite à le rejoindre dans la cabine. Il est avec Greg Lecoeur, l'un des meilleurs photographes sous-marins au monde. Ah ouais, quand même. Il y a 2 jours, ils ont trouvé des diables et vécu un instant magique. Wow. 5 mobulas qui sont venus. Une danse nuptiale. Ici, c'est une morsure de reproduction, donc on sait que c'est une femelle mature qui vient juste de tenter un accouplement. Et donc là, c'est elle qui mène la danse. Quand elle décide de tourner, tous les mâles derrière tournent et la suivent. Et ensuite, elle va choisir quel mâle elle va vouloir. L'équipe n'est pas seulement là pour observer. L'objectif numéro 1 de la mission, poser cette balise sur une raie. Cela n'a jamais été fait en Méditerranée française. On va pouvoir connaître à quelle profondeur elle évolue, on va pouvoir connaître ses déplacements et donc vérifier ou non l'hypothèse que le large des eaux corses est extrêmement important pour la conservation du diable de mer méditerranéen. L'an dernier, Mathieu avait essayé et échoué. Le voici dans une nouvelle tentative. Là, ça fait à peu près 20 minutes qu'on nage avec la mobula. On l'a laissé s'approcher, on n'a pas du tout forcé l'interaction. Et à ce moment-là, on décide de s'approcher au maximum. Et dès qu'il y a eu un petit angle, on a lancé le marquage dans le muscle dorsal. Et là, on la voit repartir avec la balise. Et voilà, mission accomplie pour cette année. Allez là! On l'a fait! J'espère qu'elle va nous apprendre des choses de fou! L'espèce est classée en danger, mais il n'existe à ce jour aucun recensement précis sur la population des diables de Méditerranée. Autrefois victime de la pêche intensive, la mobula n'est plus chassée aujourd'hui, mais menacée par la pollution. Les informations enregistrées par la balise permettront de mieux la comprendre pour mieux la préserver. Nous sommes le 2 juillet et ce 2 juillet marque un anniversaire. Il y a 20 ans, jour pour jour, presque heure pour heure, l'équipe de France de football était sacrée championne d'Europe au terme d'un match fou face à l'Italie. On se souvient de ce scénario hitchcockien. Les Italiens menaient 1-0 à 40 secondes de la fin du match. Le banc italien était levé, certain d'avoir la victoire en poche. Et puis, à la 94e minute, ce but de Sylvain Wiltord et la prolongation. Nouveau but français, un but en or signé David Trezeguet à la 103e minute. Pour la première fois dans l'histoire, une équipe championne du monde devenait dans la foulée championne d'Europe. Et c'était hier en quelque sorte. Voilà pour cette liesse. Regardez, écoutez les Champs-Élysées, les klaxons. Cette magnifique génération. Sur LCI, Marie-Aline Méli reviendra non pas sur le football, mais sur les dernières informations concernant le remaniement imminent dans le grand journal du soir. Rendez-vous à 23h, Canal 26. Sur TF1, dans un instant, la météo encore très estivale d'Evelyne Delia, puis Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet, suivi de Taxi 3, de plus en plus rapide et de moins en moins respectueux du code. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut, Anne-Claire Coudray à 19h45 pour le point sur l'actualité et à 20h pour le journal. Je vous retrouve lundi avec grand plaisir. Merci de votre fidélité. Vive le football. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.